Alors, avant de parler de moi, je voulais vous parler de lui, Ambroise Paré. Ambroise Paré, il est né à Laval en 1510 et il faut l'imaginer jeune homme chirurgien barbier. Enfin, d'abord barbier. Et puis, il était chirurgien barbier parce que les médecins, ceux qui ont le savoir, ceux qui avaient le savoir du corps humain, des maladies et comment on les soigne, venaient interpeller un chirurgien ou un barbier pour soigner avec leurs mains. Venir inciser un abcès, parer une cicatrice, arrêter un saignement. On faisait appel à eux pour deux choses, parce qu'ils détenaient les outils tranchants et une certaine dextérité. Mais Ambroise Paré, jeune homme, avait probablement plus d'appétence pour le soin que pour les barbes, et il décide d'approfondir ses connaissances, de monter à Paris et de se former à l'anatomie auprès des anatomistes de l'Hôtel-Dieu. Pendant 3 ans, il est compagnon de chirurgie et il est nommé maître chirurgien barbier auprès des généraux sur les champs de bataille. Là, confronté aux plaies de guerre, il développe ce qu'on appelle la cautérisation, c'est-à-dire la capacité de chauffer pour empêcher le saignement. La cautérisation, nous, chirurgiens, on s'en sert tous les jours. Alors bien sûr, avec des nouvelles technologies. Sans le savoir, il fait naître la chirurgie. Et il continue de travailler. Il ne se satisfait pas de faire lui-même la cautérisation. Il a la discipline de la décrire pour en profiter le plus grand nombre de patients. Par son travail et ses innovations, Ambroise Paré est nommé chirurgien des rois et fait rayer définitivement la mention de barbier ou de boucher pour ces hommes qui soignent avec leurs mains. La chirurgie est née. De là est créée l'Académie royale de chirurgie pour que les chirurgiens rejoignent les médecins au sein de l'école de la santé et soient reconnus médecins. École de la santé qui deviendra ensuite l'école de médecine, puis la faculté de médecine comme on la connaît aujourd'hui. Alors, né au XVIe siècle, j'aurais eu du mal à choisir entre la connaissance médicale et le savoir technique de la chirurgie. Heureusement, ma date de naissance m'a offert toute autre possibilité. Je suis Cécile Loec, je suis docteur en médecine. Ma spécialité, c'est la chirurgie oncologique, c'est mon outil de traitement. Mon statut, c'est praticien spécialiste des centres de lutte contre le cancer et je dirige également le service de chirurgie ici à Saint-Herblain. Et je vais vous raconter ce qui se cache derrière tout ça. Alors, effectivement, enfant et adolescente, j'ai toujours dit que je voulais soigner. Mais je ne disais pas que je serais médecin. En fait, j'avais surtout soif d'apprendre, de comprendre le corps humain dans sa santé, c'est-à-dire la physiologie. Et puis de savoir comment se développent les maladies, la physiopathologie, et puis de savoir comment on la soigne et de, moi, essayer de développer un outil de traitement. Alors pour apprendre tout ça, à la faculté de médecine, c'était une évidence, mais il fallait survivre à la difficile épreuve du concours de première année. On m'a beaucoup dit que c'était un concours difficile, on m'a beaucoup dit que j'avais un risque d'échec. Mais peut-être qu'on aurait pu me dire que déjà sur cette première année, j'allais beaucoup apprendre. On nous demande d'apprendre jusqu'au bout des doigts toute une gamme d'anatomie, d'histologie, de physique quantique, d'histoire de la médecine, d'éthique médicale et j'en passe. Et puis surtout, ce concours apprend à se challenger sur 3 compétences: la patience, la persévérance et la précision. Et ça sert toujours dans n'importe quelle carrière. Et puis surtout, on aurait pu me dire que soigner, on pouvait soigner de différentes façons et que c'était pas grave d'échouer. Bon, vous avez compris, succès du concours. Et aujourd'hui, je suis devenue soignante sous le format d'un médecin et j'ai choisi la chirurgie oncologique comme spécialité, comme outil de traitement. Et je me sens l'héritière de 500 ans de transmission de l'art de la chirurgie depuis Ambroise Paré à aujourd'hui. Parce que la chirurgie, c'est un outil de traitement qui s'apprend au contact des pairs. On apprend en regardant les plus expérimentés faire. On apprend à travers aussi ce qu'ils ont décrit et ceux qui ont eu la discipline d'écrire les techniques chirurgicales. Et aujourd'hui encore, quand j'opère, j'entends résonner la voix de ceux qui m'ont appris. C'est vrai, la chirurgie, alors certaines de mes patientes me disent, vous, une femme, et parfois elles disaient, une jeune femme, elles le disent moi. Vous m'avez opéré pendant des heures, ce que vous faites est extraordinaire. Alors je dis, la chirurgie peut paraître extraordinaire, la chirurgie, on va dire qu'elle est extraordinaire. On a effectivement au bout de nos mains, au bout de nos instruments, le vivant, on va appliquer une technique chirurgicale qu'on a appris, qu'on a démontrée comme étant efficace, pour changer définitivement l'histoire naturelle de la maladie
et essayer d'obtenir une guérison. Ça, c'est extraordinaire. Le chirurgien, lui, c'est un bon disciple, vous l'avez compris. Avec patience, il a appris les techniques opératoires avec persévérance et il a toujours la patience de les appliquer jour après jour pour bien soigner. Et puis, je leur dis que je ne fais pas ça toute seule, qu'au bloc opératoire, je ne suis pas toute seule, que j'ai mon aide opératoire, que j'ai mon environnement et que si je suis en difficulté, je trouverai une aide pour aboutir au bon traitement. Alors, la chirurgie peut paraître la partie la plus compliquée de mon métier, mais c'est peut-être la partie la plus simple. Parce que souvenez-vous, depuis la Révolution française, les chirurgiens sont aussi des médecins. Et comme tout médecin, on a un rôle de bilan, de diagnostic et d'annonce de la maladie. On va devoir annoncer, et dans ma spécialité, la maladie, c'est un cancer. On va devoir, à ce moment-là, et on est seul face au patient, aller cerner ce qu'il sait déjà, ce qu'il veut savoir, ce qu'il est capable de savoir et avec quels mots il va pouvoir comprendre ce qu'on va lui dire pour lui redonner le pouvoir. Une fois encore, je me sens chanceuse de ma date de naissance parce que je n'ai pas connu la médecine paternaliste. C'était la médecine qui entretenait un rapport pyramidal entre le patient et le médecin. C'était la médecine où le médecin restait dans son rôle de sachant et prenait la décision à la place du patient. C'était la médecine qui taisait beaucoup pour protéger, mais l'histoire de la médecine et l'éthique médicale nous ont montré que ce n'était pas la bonne façon de soigner, que transmettre nos connaissances, c'était déjà soigner. Et moi, j'observe au fil de mes consultations que déjà, en transmettant ce que je connais, je commence à soigner avant même d'avoir opéré. Et ce rôle d'enseignant, de transmettre nos connaissances, c'est un rôle central dans nos postes de praticiens hospitaliers. Une fois encore, je suis née au bon moment et je me permets un autre point d'histoire et un deuxième hommage. Je vous présente Yvonne Pouzin. Yvonne Pouzin, elle est nantaise. Elle était décrite comme une brillante étudiante à la faculté de médecine de Nantes et elle est la première femme à avoir obtenu le titre de praticien hospitalier. Alors on peut y voir un petit peu de féminisme, mais ce serait réducteur. Bien sûr que comme toutes les femmes, elle voulait être l'égale des hommes et elle ne voyait pas où était le problème. Mais surtout, elle voulait ce poste de praticien hospitalier pour pouvoir continuer, en parallèle de son activité auprès des patients, ses activités de recherche et d'enseignement. C'est à ça que s'engage un praticien hospitalier et tout comme elle, je ne concevais pas ma pratique clinique auprès des patients sans avoir du temps à consacrer, à faire progresser nos connaissances et à les transmettre. Alors ça passe par quoi? Ça passe par prendre le temps d'enseigner à nos étudiants quand ils viennent en stage. Ça passe par enseigner à la faculté pendant des diplômes universitaires complémentaires. Ça passe par prendre le temps de faire venir au sein de nos services les essais cliniques et de faire participer nos patientes. Et ça passe aussi par avoir nos propres projets, essayer de trouver du financement et les mener. Et une fois encore, il faut persévérance, patience. Et pour vous donner un exemple, au sein du service de chirurgie oncologique à Saint-Herblain en 2008, moi j'étais encore à la faculté de médecine de Brest, sur les bancs de la fac. En 2008 naît le projet et il est financé. C'est un projet sur une technique chirurgicale dans le cancer de l'ovaire. Il est ouvert dans 20 centres en France et il faut 10 ans pour inclure le nombre suffisant de patients pour répondre à la question. 2018, je finis tout juste mon clinica. L'essai se termine et il faut encore attendre 5 ans pour analyser suffisamment les données, suivre suffisamment longtemps les patientes pour pouvoir répondre à la question posée. Et c'est en 2024, une fois maturées les données, tournées dans tous les sens, qu'on a pu répondre à la question. Les résultats ont été communiqués dans un des plus grands congrès d'oncologie aux États-Unis en 2024 et ça change quotidiennement la façon dont on traite et dont on opère nos patientes. Ça illustre bien la patience qu'il faut avoir et la persévérance pour pouvoir aboutir à la réponse. Alors, vous allez me dire comment faire rentrer toutes ces activités dans une journée de 10 heures, dans une semaine de 5 heures, dans une semaine de 5 jours, pardon, dans une année de 365 jours, sans renoncer à sa vie personnelle. Eh bien, c'est vrai que ces dernières années, j'ai couru et je sens que je cours encore. Je cours pour être à l'heure à l'école, pour récupérer mes enfants. Je cours pour être à l'heure au bloc opératoire et enfiler mon pyjama de bloc. Je cours pour attraper mon ordinateur et descendre en réunion pour défendre les intérêts de mon service. Je cours parce que je n'aime pas perdre mon temps. Mais quand
courir, c'est différent de se précipiter et je sens que quand j'ai besoin de temps pour traiter, pour soigner, quand une chirurgie doit durer 8 heures, je prends ce temps et l'organisation dans l'institut m'autorise à prendre ce temps. Quand une consultation doit durer 1 heure, je prends ce temps et l'organisation le permet. Et puis surtout, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'en ai parlé, je ne fais pas ça toute seule. Et travailler 365 jours par an, j'en serais bien incapable. Donc il y a mes confrères chirurgiens et puis il y a tout le monde autour. Si on prend un instant pour dézoomer, un chirurgien tout seul, il ne sait rien faire. Il n'y a pas de chirurgie sans médecin anesthésiste, sans pharmacie. Il n'y a pas de chirurgie sans bloc opératoire. Il n'y a pas de chirurgie sans service d'hospitalisation et tous les soignants qui y gravitent. Les infirmières, les aides-soignantes, les brancardiers, les secrétaires, les nutritionnistes. Il n'y a pas de chirurgie sans maladie et il n'y a pas de maladie sans diagnostic et donc il n'y a pas de diagnostic sans radiologie, sans médecin anatomopathologiste, sans biologiste. Et enfin, il n'y a pas de progrès sans innovation et d'innovation sans chercheurs. Alors s'il n'y a qu'une chose à retenir de mon histoire, c'est surtout qu'il y a toute une équipe derrière qui travaille tous les jours pour bien traiter aujourd'hui et pour faire progresser nos connaissances pour mieux traiter demain et participer, ne serait-ce que par un point, à l'écriture de l'histoire de la médecine. Merci beaucoup.